OK, donc on a vu avec Carl un peu plus comment qu'on peut diagnostiquer, du moins quand on a un problème de sécheresse ou de limitation en eau dans les champs. Puis là, je vous amène un peu plus dans les cas d'excès d'eau. La première chose qu'on va regarder ensemble, c'est comment on peut localiser un problème d'excès d'eau. Ça a l'air bien simple, mais finalement, des fois, on a une idée où est l'excès d'eau, mais exactement d'où ça vient puis où ça circonscrit, c'est quelque chose qui va aider après ça à trouver la cause. La cause de l'excès d'eau, puis on va parler des outils diagnostiques pour trouver ces causes-là. Parce que des fois, bien souvent, il y en a plus qu'une. Donc, localisation du problème. Ce que j'invite peut-être à ce qu'on fasse en premier lieu quand on a un problème d'excès d'eau, c'est d'encercler les zones sur un plan de champ où on a les meilleurs puis les pires rendements, où c'est plus humide, plus sec, pour, en bout de ligne, voir c'est quoi le pouvoir qu'on a d'agir sur ce qui se passe dans le champ. Puis positionner aussi les aménagements hydro-agricoles. Je suis allée dans un champ près de chez moi, un producteur que je connais bien. On a fait le diagnostic ensemble. Donc, on a... Là, je ne vous parle pas des sols tout de suite, OK? On a encerclé en rouge l'endroit où il y avait moins bon rendement, en orange, là où c'était plus sec. Sur le bord de sa haie, son rendement était meilleur. Puis, sur tout la planche du champ, le plat du champ, si on veut, à l'entrée, c'est là où c'était très humide. Donc, on a fait ça. On a situé aussi qu'il y avait un fossé, une rivière ici. La route ici, je n'ai pas mis fossé parce que c'est un fossé creusé par le ministère des Transports, mais qui ne fait pas office de fossé agricole. Il n'a pas remarqué que son eau avait tendance à aller là, parce qu'il est quand même presque à la même hauteur que le plateau de champ. Puis, il y a une S en fossé ici, puis un fossé ici. Alors, ce que je crois, est-ce que tout le monde ici connaît Infosol? Qui n'a jamais utilisé Infosol? Puis il n'y a vraiment aucune gêne. Ça va me faire plaisir si personne ne l'a jamais utilisé. Tout le monde le connaît, donc je peux passer super vite. OK. Donc, vous savez que sur Infosol, bon, c'est un site que tout le monde peut accéder gratuitement. Il y a différentes images aériennes que vous pouvez trouver à une résolution au centimètre. Bon, je passe rapidement ici. EOBOSSER, est-ce que tout le monde connaît ça? Tout le monde connaît ça? Moi, il dit OK, merci. Donc, ça, c'est un portail qui est hébergé par l'Agence spatiale européenne. Puis, c'est surtout des images, entre autres, de Sentinelle-2 qui sont, je pense, plus intéressantes peut-être pour des usages agricoles. Puis, c'est pas parce que c'est un satellite européen que ça va pas survoler les terres ici. Bien sûr. Puis qu'on n'aura pas accès aux images. Fait que même si on est Canadien, je vous informe, si vous ne savez pas, qu'on a accès aux images de Sentinelle-2 gratuitement à cette plateforme-là. Puis, ce que ça permet de faire différemment d'Infosol, les images d'Infosol, j'ai mis différentes images composites qu'on appelle, qui sont composées de canaux, que ça peut être dans le rouge, vert, bleu, comme on voit avec nos yeux, ou des fois dans différentes zones infrarouges. Puis, ce que ça permet, c'est de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir avec une image en couleur vraie, comme on dit. Comme ici, c'est une image en couleur vraie, elle est un peu sombre. Mais c'est ça. Des fois, c'est ça, les images satellites, c'est pas toujours la parfaite clarté. On peut jouer après ça sur le portail pour les améliorer, mais je vous les ai mis tels que je les voyais dans le champ, dans un des champs d'un producteur que je connais. Puis, on peut aussi voir l'indice de différence normalisé. Ça utilise l'infrarouge, ça fait un rapport normalisé de l'infrarouge puis de la lumière rouge. Puis, ça permet d'avoir une idée de la santé de la biomasse. Plus c'est vert, plus généralement la biomasse est en santé. Plus les chloroplastes à l'intérieur des cellules végétales, en fait, sont en fonction, réfléchissent la lumière. Le NDMI, ça, c'est l'indice de différence normalisée d'humidité différentielle. Puis là, ce que je veux vous spécifier ici, c'est que quand on a des indices qui sont faits à partir d'images optiques, il faut vraiment faire attention. C'est plus fiable de se fier aux végétaux qu'au sol. Comme ici, ça va avoir tendance, ce qui est plus bleu est plus turgescent, a plus d'eau dans les cellules. Ce qui est plus bleu pâle est plus sec, mais souvent le sol va sortir aussi sec. Puis ça, dépendamment de la couleur du sol, des fois, c'est pas tout à fait fiable. Mais si on compare un champ relativement, les sections du champ entre elles avec une culture,
puis qu'on le fait, on regarde les images année après année, ça aide vraiment à cibler où sont les zones dans le champ où il y a tendance à avoir plus ou moins d'eau. Puis on a aussi un indice qui s'appelle sol nu. Là, il y a du rouge, ça permet de voir un petit peu plus les zones où il y a du sol qui s'érode ou qui s'étanue. Puis en vert, c'est là où il y a une culture. Mais je vous invite vraiment à aller vous balader sur ce portail-là. Il y a aussi une vidéo qui a été faite par Ghislain Poisson du MAPAC qui est disponible sur YouTube, puis qui fait un peu un rapide tutoriel de comment utiliser ce portail-là. Pour aller un peu plus loin avec InfoSol, bon, j'imagine que vous connaissez un petit peu les données qu'on peut utiliser. On peut sortir des données hydrographiques, des données de tracé d'écoulement, comme on voit ici, les lignes rouges. En fait, c'est des algorithmes qui, selon le modèle numérique de terrain qu'on appelle, vont vous tracer des voies préférentielles de l'écoulement de l'eau. Oh, OK. Puis, il y a aussi le modèle numérique de terrain en soi. Ça a été fait par LIDAR. Puis sur InfoSol aussi, peut-être que vous savez déjà, mais vous pouvez voir de quelle année date le LIDAR. Bref, vous avez un paquet de données qui vous informe sur la topographie du champ, puis qui vous permet des fois de voir aussi des choses qui ne s'observent pas à l'œil nu. Puis vous pouvez aussi tracer un tracé de A à B qui vous montre, par exemple, c'est quoi la dénivelée du champ selon l'angle que vous tracez. Donc, si je reviens à mon champ de diagnostic, j'ai encerclé, c'est ça, les zones que je vous ai montrées. J'ai positionné les aménagements hydro-agricoles. Puis, il y a des choses avec les données sur InfoSol, entre autres, qu'on s'est rendu compte avec le producteur que lui-même n'était pas au courant parce que c'est une terre qu'il loue depuis quelques années seulement. Puis, il se demandait d'ailleurs où étaient ses drains. Donc, on a fini par se douter que les drains étaient là où il y avait les endroits, les tracés préférentiels en rouge. Puis, on voyait aussi qu'il y avait des petites planches qui étaient là. Puis, que le dénivelé s'en allait par là. Qu'ici, c'était un peu plus... non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Qu'ici, c'était un peu plus bas, puis ici, un petit peu plus haut. Je reviendrai. On a aussi vu que, puis là, je ne compterai pas de mentir, le producteur le savait que le haut de son champ était plus sableux que le bas de son champ. Parfois, par contre, on ne peut pas le savoir. Ça arrive des sols, vous allez me dire, c'est peut-être un peu rare, dépendamment des régions, mais des fois, on va avoir un dessus de sol qui va être argileux, puis en dessous, ça va être du sable, on va avoir une couche indurée. Bref, des choses qu'on ne voit pas nécessairement en surface, d'où la pertinence d'aller consulter des données pédologiques sur InfoSol, par exemple. Puis, là, je passe ici pour laisser la parole à Catherine. Bon, on reviendra au cas diagnostic pour pousser justement le diagnostic qu'on fait dans les cas d'excès d'eau après dîner. On va faire un petit survol, un petit tour d'horizon des principales séries de sols, les principaux types de sols qu'on va retrouver dans la région. Je commence en vous présentant la carte des régions pédologiques. Les régions pédologiques, dans le fond, c'est notre cadre de référence en pédologie. Normalement, une série de sols devrait être campée dans une région pédologique et c'est délimité, en fin de compte, en fonction de l'altitude, des régions physiographiques, du climat également et de la géomorphologie des sols de la région. Alors, puis vous le savez probablement, dans le fond, nos sols ont été déposés il y a environ 10 000 ans avec, dans le fond, suite à la dernière glaciation qui a entraîné des dépôts glaciaires. Ensuite, la fonte de cette mer de glace-là qui a donné la place à la mer de Champlain, qui a déposé certains types de sols aussi, des dépôts plus marins. Et il y a eu un retrait aussi de toute cette mer-là. Alors, ça l'a brassé pas mal. Et dans la région de Québec, bien évidemment, vous allez voir, bon, il y a beaucoup de couleurs. Hein? On touche à, je pense, à 5 régions pédologiques différentes. Alors, vous allez voir, il y a quand même une bonne diversité de sols dans la région. Alors ici, on le voit, il y a beaucoup de couleurs, là, je m'excuse, beaucoup de types de sols. Vous voyez ici, dans le fond, cette région pédologique-là où on a beaucoup de sols de dépôts marins. Mais en fin de compte, ça a un lien avec, dans le fond, l'altitude de la mer de Champlain. En fait, la limite de la mer de Champlain. On va faire un petit tour d'horizon. On va regarder les principales séries de sols qu'on va rencontrer dans la région. L'argile Kamouraska, j'en parlais avec des gens. Oui, c'est vrai, il y a quelques personnes. Elles sont toutes... la section Est, Kamouraska, sont toutes là à la même place.
Ici, en fait, contre l'argile Kamouraska, on la retrouve beaucoup Côte-du-Sud, Bas-Saint-Laurent. Par exemple, vous arrivez à la Pocatière, vous montez la côte, toute cette belle plaine-là, c'est de l'argile Kamouraska. C'est une argile, moi je la qualifie de un peu brute, si on peut dire. Donc, il y a beaucoup, dans le fond, beaucoup d'argile à l'intérieur et aussi, elle n'est pas nécessairement aussi perméable là, que les argiles qu'on va retrouver là, en Montérégie. Par exemple, qui ont une belle structure en profondeur. Celle-ci, là, si on la regarde, c'est une structure un peu plus grossière, si on peut dire. Mais ça reste quand même, toute la vallée du Saint-Laurent, ça reste des sols fertiles, à pH neutre, sensibles quand même à la compaction et à la dégradation de la structure. Il y a d'autres argiles, mais c'est vraiment la principale. Mais maintenant, les sols plus loameux qu'on va retrouver un peu plus là, dans la région Nouvelle-Beauce, on peut dire, un peu Lobinière aussi. L'île d'Orléans. Ici, on a la série l'Évrard. L'Évrard qui a quand même beaucoup de limon à l'intérieur. Ils ont une fertilité moyenne, quand même très sensible à l'abattance. Alors, on va essayer quand même de beaucoup d'avoir une culture pour éviter cette battance-là et évidemment très sensible à la dégradation de la structure. C'est des sols aussi qui vont avoir souvent, on va retrouver dans des sols qui ont beaucoup de limon à l'intérieur, là, souvent une structure qui est lenticulaire, donc plus feuilletée, vraiment déposée sur une face horizontale. Et c'est sûr que ça, en gestion de l'eau, ben, ça va amener une certaine limitation là, à la pénétration de l'eau dans le sol. Ensuite, ici, c'est la série Saint-Aimé qu'on va retrouver un petit peu plus le centre du Québec, un peu plus de sable que la série l'Évrard, donc une meilleure perméabilité, mais quand même, c'est ça, peut être quand même sensible à la compaction. Maintenant, nos sables, les sables, avant de parler des sables, là, c'est des sols, bon oui, on les met tous ensemble, là, mais c'est des sols qui sont quand même, qui ont beaucoup de variabilité à l'intérieur, parce que quand on parle des sables, on va parler beaucoup de fraction de sable, c'est-à-dire la grosseur des particules. Il y a du sable très fin, il y a du sable très grossier. Entre les deux, il y a 40, dans le fond, le sable très fin est 40 fois plus petit que le sable grossier. Alors, on est quand même très proche du limon avec le sable très fin. Donc, on peut avoir une certaine... on peut retrouver de la compaction. En fait, j'en ai déjà vu de la compaction dans des sables. C'est pas, ça arrive souvent. Et aussi, je dois dire que le drainage, il y a un drainage naturel aussi qui est variable dans les sables. Alors, il ne faut pas toutes faire la gestion de une gestion semblable de tous ces sols-là. Alors ici, on est dans la série Saint-Jude. Saint-Jude qu'on va retrouver beaucoup dans la région de Lobinière, centre du Québec. C'est un sable, on le voit hein, quand même, on voit la couleur oxydée, une aération, mais par contre, si on arrive à 50 cm, on voit que c'est, dans le fond, le sol est plus réduit. Alors, on peut penser que la nappe, au printemps, dans le fond, quand on est en période de dormance, la nappe, elle va se tenir dans ce coin-là, dans le coin de 50 cm. Donc, c'est des sols qui vont bénéficier d'irrigation, comme Carl parlait tantôt, mais il faut quand même faire attention. C'est des sols qui n'ont pas nécessairement un bon drainage naturel. C'est un drainage imparfait qu'on appelle. Et il faut faire attention au colmatage sphérique des drains à ce moment-là. Ici, Morin qui est un sable de pommes de terre beaucoup cultivé dans la région de Portneuf. Ça ici, justement, là, c'est la couleur réduite, très grise. On ne la rencontrera pas dans notre profil d'1 mètre. Donc ici, la nappe ne se tient pas à l'intérieur du 1 mètre là, dans cette série-là. C'est un sable qui est très grossier, un peu deltaïque. Voilà. Évidemment, c'est un sable là, je suis sûre que notre ami Carl a fait des parcelles d'irrigation à l'intérieur de ces sols-là. Ici, là, c'est des coquillages. Il fallait que je parle de cette série-là. C'est la série Saint-Patrice, qu'on retrouve vraiment au centre du Québec, Montérégie. En fait, c'est un site qu'on avait à Sainte-Hélène-de-Bagotte. Et c'était un sable mal drainé, donc très gris en surface, mais qui avait un paquet de coquillages, là, non détruits, là, intacts. Et c'était super le fun, là, creuser là-dedans. Là, ça a été... c'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça.
Et puis, c'est toujours le fun de voir aussi, j'étais à Sainte-Hélène de Bagotte, on est à peu près à 50 km du fleuve, fait que c'est de penser, hey, il y a eu une plage ici, là, quelques milliers d'années, pas quelques années. Fait qu'on était sur le bord de la plage. Fait que c'est ça. Ensuite, les tilles. Évidemment, les tilles, c'est ce qu'on va rencontrer beaucoup au Québec. Beaucoup de sols cultivés en tilles. Donc, tout ce qui est contrefort des Appalaches, les Laurentides, c'est des tilles, c'est des dépôts glaciaires. Des dépôts glaciaires, ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a un mélange assez semblable de sable, limon, argile, avec beaucoup de fragments. Les fragments peuvent varier aussi. Ici, c'est la série Chappet, qu'on va retrouver beaucoup, Bas-Saint-Laurent, de Bellechasse à Trois-Pistoles, on en a. Ici, c'est une photo que j'ai prise à la Quai-de-Chemin, je pense. Saint-Philémon, excusez. C'est pas très loin, mais c'est ça, Saint-Philémon. On voit le Mont-Orignal. C'est ça, Mont-Orignal? Excusez. Excusez. Massif du Sud. Excusez. Massif du Sud. Et les tilles aussi, il faut penser tout le temps une caténa. Donc, souvent, dans notre champ, on va avoir le même matériel, mais le membre bien drainé et le moins bien drainé là, en bas de pente. En estrie, entre autres, c'est ça aussi. Beaucoup de fragments. Donc, la série Chappet, qu'on arrive à 35 cm, là, ça prend la barre de fer souvent. Là, ça, c'est le dernier 10 cm, là, il est pénible. Souvent, c'est des sols qui ont une compaction naturelle, donc qui ont évolué avec un glacier au-dessus d'eux autres. Beaucoup de fragments. Et ce qui apporte aussi une infiltration variable. Carl en a parlé tantôt. Des fois, on peut avoir en volume 50 de gravier, puis des fois, on en a 10-20. Fait que tout ça a un impact. Est-ce que j'en avais d'autres? La série Mancook aussi, qu'on retrouve, ça a été pris à Saint-Henri. Ça aussi, dans le fond, c'est un lobe mal drainé. Beaucoup de fragments, infiltration variable. Et la série Sainte-Marie, je pense, c'est la série peut-être qui a le plus de superficie au Québec, en tout cas certainement dans la région de Québec, ça c'est sûr. Encore une fois, c'est un sol compact, mal drainé. Ensuite, on termine notre tour d'horizon avec la série Saint-Nicolas, qu'on appelle les squelettiques. Les squelettiques, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de fragments. Quand je parle de fragments, c'est tout ce qui est en haut de 2 mm, tout ce qui est roche, gravier, roche, gravier, cailloux, pierre. Beaucoup d'infiltration là-dedans. Encore une fois, ici, Saint-Nicolas, qu'on va retrouver dans la région de Saint-Nicolas, l'île d'Orléans, Beaumont aussi. On le voit, il y a une couleur rouge. C'est un sol résiduel qui a été formé en place. Fait que c'est le schiste, dans le fond, qui s'est désagrégé en place. Le schiste rouge qu'on reconnaît bien là, jusqu'à Berthier-sur-Mer. Et fait que c'est un sol qui est ultra poreux. En fait, il y a, je ne sais pas si j'appelle, c'est un gravier, là. Il n'y a pas vraiment de sol à l'intérieur. Là. Ça en prend vraiment beaucoup pour amener au laboratoire, pour faire une texture là-dessus. Ensuite, la série Saint-André qu'on va retrouver. Saint-André, encore une fois, contrefort des Appalaches, Bellechasse, jusqu'au bas du fleuve. Série l'ombre sableux ou l'ombre sablo-argileux, assez graveleuse aussi. Donc, avec un très bon drainage naturel. Encore une fois, c'est un sol là, qui va bénéficier des services de Carl. Et si on regarde là, le potentiel agricole des sols, bien, ça reste c'est un potentiel agricole pour les grandes cultures. On reste dans les zones 1-2, donc 1, 2, 3, là, les zones plus de ces classes-là, c'est à bon potentiel agricole. Classe 7, c'est vraiment impropre là, à l'agriculture. Alors, dans la région de Québec, on a quand même des bons sols à bon potentiel. Et voilà. Je reviens au champ diagnostic. OK. La pédologie, on en a parlé largement. Le sol que je vous présente ici, c'est un sol qui n'était pas dans la région autour de Québec, Chaudière-Appalaches, mais c'est quand même les mêmes principes. Donc, ce qu'on a fait avec le producteur, c'est qu'on a cherché à rapprocher les diagnostics, toujours pour mieux comprendre avec la pédologie ce qui est à mon pouvoir de faire.
L'endroit où c'était, les rendements étaient moins bons. Là, c'était un champ facile. C'était une section de champ très sableux. Plus bas, c'est des sols plus à granulométrie fine, comme les argiles, la série Normandin. Puis, vraiment, le problème que ce producteur a dans ce champ-là, c'est surtout qu'il sait que c'est un problème d'excès d'eau, qui s'en doute, c'est ici. Puis, le lien qu'on peut faire avec la pédologie, c'est que ici, c'est vraiment, dans le carré bleu, la série de sol Normandin, qui est une argile avec 30 à 40 de limon, une excellente classe ARDA, un excellent potentiel agricole, classé 2. Mais sa première limitation, c'est la surabondance d'eau. Puis, quand on lit un petit peu dans les recueils, dans les études pédologiques, c'est des sols qui sont connus pour se compacter facilement. Donc là, ce qu'on fait, on va se concentrer sur la zone ici. Puis on va comparer la zone de bon rendement, celle avec un rendement plus moyen. C'est quoi la différence qui se passe dans ces deux zones-là qu'on peut observer? Puis, oui, voilà. Puis là, je passe aux causes de l'excès d'eau. On va faire un petit aparté pour se rappeler les 3 composantes du drainage agricole. Il y a le réseau hydraulique, il y a le drainage de surface, puis le drainage souterrain. On s'entend, le drainage agricole, c'est pas que le drainage souterrain. Je pense que là-dessus, on est à la même page. Donc, peut-être au niveau des objectifs, le réseau hydraulique, on pourrait résumer son objectif que c'est d'évacuer les surplus d'eau vers l'extérieur du champ. Le drainage de surface, son objectif à lui, c'est plutôt d'éliminer l'eau qui s'est accumulée à la surface dans un délai qui est raisonnable. Puis souvent, on va chercher à évacuer ce drainage de surface-là vers le réseau hydraulique, vers la sortie ultime, qui peut être un cours d'eau ou un autre fossé. Puis, drainage souterrain, son objectif à lui, c'est d'abaisser la nappe phréatique. Pour vous illustrer le réseau hydraulique, j'ai un petit schéma ici qui montre différents voies d'eau. Ça peut être des voies d'eau aménagées, comme les fossés, les raies de curage ou les tranchées. Les raies de curage, en fait, c'est les raies qui entre les planches. On ne parle pas nécessairement de grandes planches rondes. C'est juste un endroit où la machinerie peut circuler et qui est dans le même sens que l'écoulement préférentiel global du champ, si on veut. Puis, il y a aussi des rigoles d'interception qui peuvent servir à recueillir ces eaux-là en coupant le champ dans le fond, puis aider à réduire la vitesse d'écoulement de l'eau. Puis ça, on en reparlera quand on va revenir à l'érosion, comment minimiser l'érosion. Mais voilà, puis ça peut être des voies d'eau naturelles comme un cours d'eau. Le drainage de surface, il y a 2 types de drainage de surface qu'il faut se rappeler. C'est que le drainage qui est horizontal, donc lui qui va... dans le fond, comment on va organiser le champ pour évacuer l'eau sur les côtés du nord au sud, de l'est à l'ouest, bref, vers le réseau hydraulique comme les fossés de part et d'autre du champ. Puis le drainage qui est vertical, qui est l'infiltration de l'eau au travers le sol, par du haut vers le bas. Tandis que le drainage souterrain, c'est plutôt du bas vers le haut, disons-le rapidement. Puis les drains, leur rôle, c'est de augmenter la vitesse de rabaissement de la nappe, surtout au printemps, quand la nappe est au plus élevé. Puis, voilà, de limiter le moment à laquelle l'eau souterraine reste très, très proche de la surface du champ pour pouvoir accéder au champ plus rapidement. Ce qui m'amène au diagnostic par étapes des excès d'eau. On va décortiquer, en fait, le problème en éliminant d'abord, est-ce que c'est un problème de réseau hydraulique? Si ce n'est pas ça, est-ce que c'est un problème de drainage de surface ou de drainage souterrain? Puis on va s'en reparler après dîner. Donc, je retourne à mon champ diagnostic. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le réseau hydraulique est fonctionnel? Est-ce que l'eau qui s'accumule en excès dans le champ est capable de sortir vers l'exutoire final? Ici, ce qu'on a fait avec le producteur, c'est qu'on a localisé les composantes d'ores et déjà. On a vu qu'il y avait 2 endroits où l'eau avait tendance à s'accumuler et à ne pas pouvoir sortir du champ. Autre que l'endroit où il y avait les excès d'eau, c'était sur le bord de la route et où la haie s'enfossait. On a aussi noté la conformation des planches, puis ça, on a pu le faire grâce aux données qu'on a trouvées sur Infosol, entre autres, puis les images aériennes, parce que même dans le champ, on n'était pas en mesure de voir la conformation des planches, parce qu'elle était très douce. Puis, on a pensé aussi à regarder les pentes et les profondeurs, à regarder le dénivelé, puis on s'est rendu compte que c'est ça, la pente du champ était plus élevée ou la sortie des drains qu'à l'amont des drains, finalement. Mais ça, on y reviendra dans la 3e composante de drainage.
Puis c'est ça que je voulais vous dire aussi. Quand on fait du diagnostic, le but, c'est ça, c'est de trouver des choses qu'on ne sait pas. Puis de trouver des solutions. Mais des fois, on cherche des choses, puis on se ramasse un petit peu embêté. Comme dans le cas ici, on a cherché les sorties des drains, puis on les a pas trouvées. Donc ça, c'est sur la to-do list du producteur. Entre autres, ce printemps, on a trouvé la sortie des drains. Donc, vous devinerez que pour ce qui est du diagnostic des drains, si la sortie en soi, on ne sait pas si les drains sont défoncés à la sortie ou s'ils sont bouchés, déjà, ça peut être quelque chose qui provoque des excès d'eau dans le champ, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas un problème de drain, c'est plus un problème de la sortie dans le réseau hydraulique en soi. Puis ce qui m'amène, c'est ça. Le problème, bien souvent, qu'on voit, puis je pense on ne se le cachera pas dans les champs, c'est au niveau du drainage de surface, autant ce qui est horizontal qu'au niveau de l'infiltration. Puis le profil de sol, c'est la première étape du diagnostic terrain pour savoir si c'est un problème qu'il y en ait un de drainage de surface ou souterrain. Puis ça donne bien parce que pour vérifier s'il y a un problème de drainage souterrain, bien souvent, bien, il faut creuser aussi pour faire un profil de sol selon les règles de l'art ou faire un profil de sol tout court. Juste en creusant, bien souvent, on voit, sans avoir nécessairement une formation préalable, on peut voir bien les choses, mais on va quand même profiter du fait qu'on a une pédologue ici pour vous donner un petit peu plus de détails là-dessus. Alors, rebonjour tout le monde. On va regarder les grandes étapes là, pour réaliser un profil de sol. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient déjà fait ça, un profil de sol. On va passer quand même assez rapidement. Mais bon, pour faire un bon diagnostic de gestion de l'eau, puis en général aussi de compaction, peu importe, il n'y a pas 105 000 solutions. Hein, ça passe par là, ça passe par la réalisation d'un profil de sol. Maintenant, c'est beaucoup les conseillers agricoles qui vont réaliser ces profils-là. Dans quel contexte qu'on va le faire? C'est beaucoup à la demande du producteur, c'est-à-dire quand on remarque une baisse de rendement ou un problème de gestion de l'eau. Évidemment, c'est beaucoup là qu'on va focusser aujourd'hui. Mais aussi, ça peut être dans le cadre d'une évaluation générale de l'état de santé du sol. Par exemple, un producteur veut acheter une terre, veut voir un peu les améliorations qu'on pourrait apporter. Ça pourrait être bon aussi, tant qu'à moi, de voir un peu les coûts qu'on peut mettre en supplémentaire aussi à l'achat d'une terre. Et aussi, quand on veut faire une modification, par exemple, de pratiques culturales ou on veut faire une transition en agriculture biologique aussi. Excusez, il y a des choses qui tombent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ici? En plus, là, j'ai perdu mon idée. C'est vrai, je pense que les conseillers agricoles aussi, je crois que vous avez accès à des subventions pour aller faire des profils de sol chez les producteurs aussi. Ça se terminait cette année, mais on va espérer que ça soit reconduit aussi les prochaines années. Donc, je ne me trompe pas qu'il y a des subventions. OK. Maintenant, quand est-ce qu'on va les faire, ces profils de sol-là? C'est vraiment en fonction de ce qu'on veut voir aussi. Ici, je parle de la gestion de l'eau. Bien, par exemple, un drain souterrain inefficace, on va y aller, par exemple, au printemps, lorsque le sol est ressuyé en conditions humides. On s'entend que le 13 avril de l'année dernière, ce n'était pas le bon moment pour y aller, là. Vous ne verrez pas si c'est de l'eau de surface ou de l'eau souterraine, c'est tout ça en même temps. Mais je pense que ça, au niveau des drains souterrains, les producteurs, vous le savez assez bien là, quand c'est le cas. Souvent, là où le bas blesse, c'est vraiment le drainage de surface. Hein. C'est l'eau de surface versus l'eau souterraine. Ça, on va y aller après une pluie de forte intensité. Lorsque le sol est ressuyé, c'est sûr qu'on veut être à capacité au champ parce que quand le sol est gorgé d'eau, on ne voit rien. Par exemple, ici, sur cette photo-là, c'est sûr que c'est une photo qui dit tout. Là. Je pense qu'on soupçonne la compaction ici. C'est vraiment la compaction là, qui empêche l'eau de surface de s'en aller en profondeur. Et c'est sûr que là, il y a des traces. Donc, on n'a pas besoin de chercher bien loin, là, mais voilà. Puis souvent, les producteurs, quand on va faire un diagnostic, souvent, ils vont me dire « J'ai-tu besoin de drainer? » C'est souvent la question qu'on se fait dire. Et non, à ce moment-là, c'est vraiment là, une gestion d'eau de surface qu'il faut faire. Maintenant, les étapes, on va essayer de les passer quand même rapidement parce qu'on les connaît quand même assez bien. Recueillir des informations sur les sols.
Alexandra en a bien parlé tantôt. C'est vraiment d'aller sur Infosol, d'essayer de voir un peu les séries de sols qu'on va rencontrer dans notre parcelle ou qu'on devrait rencontrer. On va regarder plus large que la parcelle, évidemment. Ça ne veut pas dire que le sol qui est sur notre parcelle, qui est indiqué sur la carte sur notre parcelle, ça va être ça, mais on va essayer de regarder un petit peu autour. Ça va nous aider aussi à préparer notre terrain, c'est-à-dire, ici, on était chez un producteur agricole de la région de Lotbinière, à Lotbinière même. On avait une série de sols qui était assez lourde, l'Évrard, donc un loam assez lourd. Et vraiment, sa problématique était sur une parcelle qui venait d'acquérir, donc la parcelle qui est en rouge. En fin de compte, lui, ce qu'il voulait savoir, il se demandait pourquoi il y avait des moins bons rendements sur cette parcelle-là. Alors, on est allé cibler la série l'Évrard. On a fait 2 profils de sol. Donc, puis on essaie de les répartir aussi en largeur sur les drains, entre les drains aussi. Et on a remarqué que dans les 2 profils de sol, on avait à peu près la même problématique, là, donc une compaction, une dégradation de la structure là, à une certaine profondeur. Et là, bien, on s'est dit, OK, il a quand même remarqué qu'il y avait des moins bons rendements, alors on va aller dans une parcelle où on est dans la même série de sols, même région pédologique, si on peut dire. Mais une parcelle avec des bons rendements, on est allé faire un profil de sol là et on s'est rendu compte que la structure, elle était quand même était moins dégradée. Et là, c'était notre témoin, c'est-à-dire que là, on a comparé notre profil, nos profils qui étaient en parcelle dégradée avec notre profil témoin. Et là, à ce moment-là, on va creuser, on va nettoyer le profil, on va faire notre description, nos observations. Maintenant, les outils qu'on va apporter, ça va être au niveau, ça va être très simple. Normalement, ça devrait rentrer là, dans un coffre d'auto. On va apporter une pelle aiguisée, une tarière aiguisée. Je sais que ça peut paraître drôle de dire ça, là, mais souvent, les conseillers là, aux pelles, je ne veux pas être plate, mais ils ne sont pas aiguisés. Là. Fait que ça change tout, là, surtout quand on est dans des séries là, plus avec beaucoup de roches ou quand on va tomber dans des séries argileuses, une pelle bien aiguisée, ça va faire la différence. Et ensuite, tarière hollandaise aussi. La tarière hollandaise, ça va nous permettre d'aller voir le matériel plus en profondeur aussi. Est-ce que j'ai un changement? Par exemple, dans la région de Portneuf, on va avoir des sols assez lourds, mais en profondeur, on va arriver sur des zones plus sableuses. Fait que ça vient aider aussi au drainage de notre sol. Fait que ça nous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion de l'eau. Puis ça nous aide à comprendre aussi, quand on regarde la séquence de matériel, qu'est-ce qui se passe après une forte pluie, après, par exemple, les coups d'eau du printemps. On va apporter un couteau à manche rigide. Ici, ça aussi, là, on en a vu toutes les couleurs. J'ai vu des couteaux à beurre qui plient dans le profil, des couteaux à manche rétractables, là, des couteaux suisses, là, que ça, c'est trop mou encore. Enfin, il faut vraiment que ça soit assez robuste. C'est avec ça qu'on va aller prélever notre échantillon de sol aussi. On va regarder pour apporter un galon à mesurer, pour noter nos profondeurs, coroplaste blanc. C'est là qu'on va dévoiler la structure de sol. Je dis coroplaste, ça peut être n'importe quoi de blanc sur lequel on va prendre des notes, qu'on va photographier, puis on va pouvoir, après ça, documenter chez notre producteur agricole. Et évidemment, la bouteille d'eau, s'il vous plaît, faites une texture de sol là, aussi en même temps. Ça, c'est vraiment le minimum. Maintenant, les dimensions, c'est souvent aussi des questions qu'on se fait demander là, par les conseillers. Comment je devrais faire ça? J'en ai vu ça aussi de toutes les sortes. Là. J'ai vu des grandes tranchées peu profondes, de 10 pieds de long. Je n'ai vu que c'est à l'œil. Ils sont super bons là, à l'œil, ils sont capables de le voir. Fait que là, non, ça, faut pas de trou. J'ai vu pas de trou. Donc, on va essayer de faire une largeur, un diamètre de 45 à 60 cm avec une profondeur à la pelle, au moins 2 pieds de creux quand c'est possible. C'est pas toujours possible, mais au moins ça. Puis ensuite de ça, avec la tarière, on va aller voir les autres types de matériaux qu'on pourrait rencontrer là, en profondeur. Mais le but, c'est de voir les 15 premiers centimètres de l'horizon B à la pelle. Et après ça, on va essayer de voir les changements de texture, fragments, et changement de couleur aussi à l'intérieur. Pourquoi on veut voir l'horizon B? C'est souvent l'horizon diagnostique de la série de sol. Alors, si on veut se référer à nos études pédologiques, c'est sûr qu'on va essayer d'identifier notre série de sol. Et aussi, puis en gestion de l'eau, c'est super important, on va avoir
une idée de l'état du régime hydrique du sol avec les couleurs. Ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Et aussi, je pense que c'est important aussi de déterminer s'il y a de la compaction en profondeur. Maintenant, là, on fait un profil, ce qu'on appelle agropédologique, c'est-à-dire qu'on va aller identifier des éléments plus pédologiques, c'est-à-dire nos horizons, les couleurs, la texture, la structure de sol. Et ensuite, on va aller voir plus des éléments plus en lien avec l'état de santé des sols. Donc, on va regarder la structure dans les deux barres, là, mais je ne savais pas où la mettre. Je l'ai mis dans les deux. On va regarder la porosité. Est-ce que j'ai des nappes perchées, des nappes souterraines qu'on peut regarder? On va faire l'examen des racines aussi, puis on va essayer d'identifier les couches engendrées par le travail de sol. Et ça, c'est quand même super important, là. On est beaucoup là, en semi-direct, beaucoup de travail superficiel, des chômeuses, donc tous ces outils-là qui vont travailler superficiellement. Alors, c'est assez important d'aller identifier, voir cette petite couche-là qui fait souvent 8-10 cm pour aller identifier la structure de sol de cette couche-là. Puis même dans l'horizon AP, on peut avoir 2 et peut-être même parfois 3 couches. Alors, les profondeurs de racines, nappes. Maintenant, description du profil agropédologique ici. J'ai mis toutes les couches que normalement, là, on devrait définir, mais là, ça sert... dans ce cas-ci, là, on veut vraiment identifier l'horizon AP de l'horizon B. Je pense que c'est super important. Puis après ça, identifier s'il y a un changement de couleur ou de matériau en profondeur. On va identifier les propriétés stables. Donc, ça, c'est là qu'on peut regarder aussi dans les études pédologiques, parce que ça n'a pas changé. Ça fait 10 000 ans que c'est comme ça. La granulométrie, elle ne devrait pas changer. En tout cas, je ne veux pas être là quand elle va changer. Puis après ça, on va regarder là, tout ce qui est propriétés dynamiques. Ça, c'est des propriétés là, qui peuvent bouger facilement dans le temps là, avec les pratiques agricoles. Donc, on regarde les propriétés stables. On va essayer d'identifier notre classe texturale. Encore là, ça paraît très complexe. Il y a 13 classes. On peut essayer de les réduire, ces classes-là, de les mixer ensemble. Donc, moi, ici, j'en propose 6 classes qui ont des comportements agronomiques similaires. Donc, grosso modo, les sols sableux, limoneux, après ça, laumeux fin, argileux. Même argileux, on pourrait tous les mettre ensemble là, aussi. Donc, le but, ce n'est pas nécessairement d'identifier la classe précisément, mais d'être au moins dans un groupe. Ensuite, la couleur, là, ça aussi, ça nous aide à déterminer le drainage naturel des sols. Et ça, dans les études pédologiques, on en parle souvent de ce drainage naturel-là. C'est pas une fois que le sol est drainé souterrainement, c'est vraiment, ça montre un peu l'évolution de notre sol naturel, dans quel milieu qui s'est développé. Alors, à gauche, on a un drainage naturel qui est mauvais, c'est nos sols argileux qui ont évolué dans les basses terres du Saint-Laurent. Alors, c'est des sols qui, on voit par la couleur grise, là, le fer est réduit. C'est des sols qui vont avoir des marbrures aussi. Et c'est des sols qui vont avoir que la nappe phréatique va être haute. Là, durant la période de dormance, cette nappe-là va être haute. Ça a beau être drainé souterrainement, la nappe est haute. Les drains souterrains, ça va améliorer, oui, le drainage, mais de quelques semaines. Si on parle sur toute l'évolution en entier, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ensuite, si on va à l'opposé, on va aller voir un drainage naturel rapide. Ça, je l'ai montré tantôt, c'est la série Morin dans Port-Neuf. Ici, on a creusé jusqu'à 1 mètre et même plus loin encore, et on n'a jamais rencontré là, cet horizon-là très gris qui nous montre un peu la profondeur de la nappe à l'automne et au printemps. Donc ça, c'est des sols à potentiel irrigable, très sableux. Et entre les deux, on a un drainage qu'on appelle imparfait. C'est-à-dire, ici, on a un sable sur un argile. On s'entend que c'est l'argile qui vient limiter la capacité d'infiltration de l'eau. Donc, l'eau, elle passe très rapidement dans le sable, mais elle vient frapper un mur et là, elle s'accumule. Et là, il peut y avoir une fluctuation de la nappe. Et c'est là qu'on va avoir apparaître un horizon de couleur intermédiaire. Nous, on l'appelle drabe, une couleur drabe. On s'entend, là. C'est ça. Donc là, ici, on est vraiment dans une zone un peu plus intermédiaire. Tantôt, je parlais de marbrure. On va en retrouver beaucoup dans les sols, dans les glissols, dans les sols argileux. C'est-à-dire qu'il
Il va y avoir de l'oxydation des parois, de tous les petits canaux qu'on va retrouver dans le sol, soit creusés par les racines ou par les micro-organismes. Ça va être important aussi de noter ça. Un sol qui va avoir un bon drainage, normalement, il va avoir plus de marbrure. Là, je parle de drainage souterrain à ce moment-ci. Et ensuite, tantôt, je parlais d'horizon engendré par le travail du sol. Souvent, moi, je vais l'appeler AP1, AP2, comme je le disais tantôt. L'horizon de surface est souvent plus travaillé, va être souvent un peu pulvérisé parfois. Je pense que ça vaut la peine d'aller le noter. Et tu as l'horizon sous-jacent qui est des fois un petit peu plus compact. Puis souvent, ça, c'est l'horizon hérité des anciens labours aussi. Maintenant, quelques références. On a fait des petites capsules qu'on appelle l'appel de l'appel. Vous allez sur le site YouTube de l'IRDA. Tapez pas l'appel de l'appel, je l'ai essayé, puis ça arrive nulle part. Là. Pas là, en tout cas. Donc, il y a toutes sortes de capsules là, où on a essayé de décortiquer chacune des étapes des profils de sol. On a essayé aussi de faire des études de cas chez les producteurs agricoles directement, avec le conseiller agricole. Carl en a parlé, il y a les fiches synthèse de série de sol. On en a une vingtaine de faits, il y en a une dizaine à venir. Puis on aimerait ça continuer à les faire aussi, là. Il y a de l'information au niveau dans le fond, des propriétés stables, puis on essaie d'interpréter aussi comment se comporte ce sol-là. Il y a des données analytiques physiques aussi. Donc, je continue avec le champ que j'ai mis en exemple. J'ai fait tout ce que Catherine a dit. J'ai fait 2 profils. Puis en faisant 2 profils, on avait déjà une excellente idée de c'était quoi le problème. Donc, pourquoi en faire 5 quand 2, ça suffit? Il faut en faire 5 si vous voulez, dépendamment du problème. Nous, ce qu'on a fait, on a creusé à l'endroit où le producteur me disait que son rendement était le meilleur. Puis déjà, on a vu, juste en creusant, qu'on avait vraiment affaire à un sol qui était des fois, oui, je veux dire, une argile, quand même, c'est toujours un petit peu difficile à creuser, surtout avec une pelle non aiguisée. Et, ouais, voilà. Par contre, c'est ça. Ce qu'on a fait, on n'a pas pris un beau chloropasse blanc, on a pris une bâche bleue, mais qui permettait très bien de voir qu'on avait affaire à une structure massive. Là, je mets un petit pointeur pour que vous voyez mieux pendant que je pointe. C'est ça. Puis une structure massive, assez plastique aussi, une structure pas du tout granulaire, même dans l'horizon de surface, structure assez angulaire. Puis on a vu la même chose en creusant dans l'endroit où c'était plus humide, mais encore plus marqué, avec encore plus de résistance au creusage en profondeur. Pas de marbrure non plus. On a regardé, est-ce qu'il pourrait avoir un problème de drainage souterrain? Nous, on n'a pas vu de marbrure, c'était gris de haut en bas. Puis le producteur aussi, ce qu'il me disait, c'est que le gros problème d'entrer dans le champ, c'était après une forte pluie, que la pluie finissait pas de rentrer. Puis ça, déjà là, c'est énonciateur qu'il y a un problème d'infiltration. Puis on a aussi validé qu'on avait bel et bien affaire à un argile normandin. Une argile avec beaucoup de limon à l'intérieur. Donc, c'est ça. Puis, pourquoi je dis tout ça? C'est parce que tout de suite en arrivant dans ce champ-là, le producteur était convaincu que de redrainer ou de remettre des drains pouvait aider à sa cause, mais finalement, en voyant qu'il y avait vraiment un problème de structure, en voyant, avec ce qu'il me disait aussi que l'eau avait tendance à stagner, bien, on a été convaincus que c'était un problème de drainage de surface, puis aussi d'évacuation de l'eau de surface via le réseau hydraulique qui est pas optimal. Pour le bien de la formation, on va quand même poursuivre un peu avec diagnostiquer les problèmes de drainage souterrain. D'abord, il faut s'assurer que le champ est drainé souterrainement, comme le cas que je présente, c'est un champ qui était loué. Le producteur s'en doutait, mais on aurait pu le vérifier avec une tige. Sauf que, c'est ça, pour le cas présent, on ne l'a pas fait parce qu'on a jugé qu'il y avait d'autres choses à faire en amont de ça. Puis, mais c'est ça, ils se vendent des tiges très minces. Ça se trouve, ça peut se faire machiner. En fond, des tiges très, très minces, très longues qui permettent de piquer doucement pour trouver où sont les drains. Il faut aussi vérifier s'il y a des signes de colmatage ou de bris de système
vérifier l'écartement, la profondeur des drains, vérifier l'ocre de fer, surtout dans les sols plus sableux, puis dans les études pédologiques. Ça va être écrit aussi si c'est des sols à risque d'ocre de fer. Les filtres aussi, est-ce que c'est les bons filtres qu'il y a après les drains pour justement les risques, pour la granulométrie et les risques d'ocre de fer qu'on a dans le sol. Donc, finalement, c'est ça. Pour passer rapidement, diagnostic par étapes, je vous le présente d'une manière très simple. J'aurais pu vous parler de nappe perchée, diagnostic d'écoulement hypodermique, mais on essaie d'y aller vraiment en séparant l'exutoire final, l'eau qui a de la misère à rentrer par la surface, puis finalement le problème aussi de drainage souterrain. Puis on a vu que dans ce champ-là, la première chose qui sera à corriger, c'est la sortie, que l'eau qui s'accumule en surface puisse sortir, puis améliorer aussi l'infiltration verticale. Puis au niveau des drains, vérifier d'abord si le problème est à la sortie, si les drains sont bouchés ou pas. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que les problèmes d'excès d'eau, on pense qu'il faut les diagnostiquer dans cet ordre, en commençant par le réseau hydraulique, puis le drainage de surface et finalement le drainage souterrain, puis qu'un problème de drainage souterrain, c'est beaucoup moins fréquent que les autres. Ce qui nous amène au prochain atelier. On vous a beaucoup parlé de sol, de pédologie jusqu'à maintenant, puis c'est parce que on est convaincu, je pense qu'on n'a pas à vous convaincre plus longtemps que l'eau et le sol, c'est intimement lié, puis que la structure du sol, c'est important. Ça joue un grand rôle pour une bonne structure du sol qui va favoriser une infiltration rapide de l'eau. Puis aussi, garder cette eau-là plus disponible pour les plantes.